Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Rozborski. Donc Nathalie, tu as 34 ans, tu es franco-polonaise, directrice générale adjointe de Nelly Rodi depuis 2 ans. Donc Nelly Rodi, c'est le référent mondial de la prospective, donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui aide les marques et les institutionnels à comprendre les tendances et qui les accompagne. Et tu es aussi la maman de Zachary qui a donc 2 ans et demi et de la petite Lily qu'on va entendre un petit peu. Qui est avec nous. Qu'on va entendre pendant l'interview et c'est super, qui a 1 mois et 10 jours pour être précise. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Pour commencer, en fait, je voulais te poser une question donc pour comprendre un petit peu comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Alors moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, c'est quelque chose de excessivement naturel et en fait, c'est vraiment le prolongement d'une forme à la fois de féminité mais aussi d'amour. Et en fait, c'était assez évident lorsque vraiment on est dans une histoire et que les choses fonctionnent et qu'on a des projets et des valeurs communes, ça vient assez naturellement. Je me suis pas du tout fixée de calendrier ni fixée de toc toc toc, c'est l'horloge biologique. Pour moi, ça devait arriver de façon très sincère, naturelle, spontanée. Et j'ai eu cette chance-là parce que faut le dire, c'est aussi une chance. On n'est pas toutes en fait dans la même configuration. Et donc Zachary est arrivé en décembre 2015. J'étais à l'époque directrice en fait du conseil chez Nelly Rodi pour les axes mode et beauté. Et puis Lily est arrivée là cet été, le 8/8/2018. Elle s'est fait attendre sous la canicule parisienne et elle est là. Et donc aujourd'hui on a 2 enfants avec un écart d'âge volontairement assez proche pour pouvoir en fait garder un rythme dans le jus. Et on se dit que voilà, une fois qu'on aura passé cette étape un peu des jusque 3 ans, les fameux jusque 3 ans, après ça ira mieux et on pourra reprendre un peu plus de vie sociale, mais c'est vrai que pour le moment, c'est intense. Ouais, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu gères tout ça. Et comment se sont déroulées tes grossesses Alors, très, très différentes. Ouais. La première et la deuxième, vraiment très différentes. Alors, la première, déjà, peut-être que c'est un trait commun, en fait, à toutes les mamans, à toutes les premières fois. C'est l'inconnu. C'est le saut dans le vide. C'est tout est une nouvelle émotion, une nouvelle sensation. Quand on commence, par exemple, quand on est enceinte à 4-5 mois et qu'on commence à sentir des petites bulles ou des papillons, des choses comme ça, tout le monde se dit qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, etc. Et puis, au-delà de la grossesse, quand ce bébé arrive, cet être humain arrive, c'est un vrai bouleversement parce que tout est nouveau. Et donc c'est un apprentissage en fait au quotidien, un peu forcé parce qu'en fait en plus lui nous explique rien puisque il peut pas exprimer ses douleurs ou au contraire ses moments de bonheur, etc. Donc c'est pour moi le grand saut dans le vide, dans l'inconnu, et c'est ça qui fait en fait à la fois la beauté et en même temps le vertige que ça peut représenter. Et moi étant quelqu'un de très très contrôle freak et qui aime tout diriger, tout comprendre, tout contrôler, tout organiser, tout structurer, ça m'a complètement en fait forcé à changer ma nature, mais radicalement, puisqu'en fait avoir un enfant c'est avant tout lâcher prise. Et moi c'est, je pense, mon chemin de vie, le lâcher de prise. Et donc c'était tout à fait contre nature, puisque pour une fois c'est pas moi qui décidais, c'était lui.
C'était cet enfant. Et ça a été un grand bouleversement pour moi parce que je devais donc forcément, nécessairement être à l'écoute de cet être humain. Donc ça, c'était la première grossesse, cette espèce de saut dans le vide. Et puis j'ai eu pas mal en plus de rebondissements, de pépins de santé, de choses assez difficiles qui me sont arrivées, notamment un truc dont on parle très très peu en France qui s'appelle la cholestase, qui est une maladie gravidique. Donc gravidique, ça veut dire on peut l'avoir uniquement quand on est enceinte. Et en fait, votre sang devient du poison pour le bébé. Et plus ça arrive tard dans la grossesse, mieux c'est parce que du coup, on peut le déclencher. Sauf que moi, j'étais dans une maternité niveau 1, que je ne citerai pas, mais avec un professeur très très connu et médiatisé qui dirige le service gynécologique. Et ils sont anti-déclenchement. Donc c'est chaque jour en fait le ratio. Ils évaluent en fait eux le bénéfice versus risque. Et la cholestase, c'est plutôt quelque chose qui est assez bien suivi en France, mais c'est vrai que c'est très très méconnu et en fait hyper anxiogène puisqu'en fait vous avez un risque de mort fœtale. Et plus vous allez loin dans la grossesse, plus le risque de mort fœtale est accru. D'ailleurs, on peut pas aller au-delà de 37 semaines ou quelque chose comme ça quand on a la cholestase. Donc il y a un risque pour la maman aussi, non? Il n'y a pas de risque pour la maman. Il y a vraiment un risque de mort fœtale en fait pour l'enfant. Après, plus ça arrive tard dans la grossesse, mieux c'est. Et ça se manifeste par des crises en fait d'urticaire assez féroces. Donc vous avez des démangeaisons en fait aux extrémités du corps, donc les pieds et les mains. Moi, ça m'est arrivé. J'étais sur la fin de ma grossesse en décembre. Zachary est né le 20 décembre. C'est arrivé tout début décembre. Et un matin, je me lève et je dis il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Ça me démange les pieds et les mains. Et j'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit venez tout de suite, on va vous faire des prises de sang. Et voilà, ça n'a pas loupé, c'était ça. Et après, vous rentrez dans une espèce de lutte avec votre hôpital où vous vous dites déclenchez-moi là, c'est bon, il est prêt là, il est cuit. Non, un mois avant, on dit toujours que c'est bon. Et en fait, l'hôpital vous dit non. Et là, c'était une période très très pleine de stress, parce qu'en gros, on m'a invité à coucher ailleurs et on m'a dit si vous êtes pas contente, en fait, vous pouvez aller coucher ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est assez traumatisant pour votre premier. Je me souviendrai toute ma vie de cette sage-femme et de son visage et qui me dit, je lui dis de façon complètement désespérée, je lui dis mais à quel moment vous prenez en compte en fait l'état psychologique de la mère? On s'en moque en fait, nous c'est le bébé qui compte et on est là pour mettre au monde des bébés. Donc ça, c'était très violent. Et si la maman est pas très en forme, exactement. Donc violent et puis surtout en fait on a une forme, je pense, pour le premier pas de naïveté mais de candeur, c'est-à-dire en fait c'est mon premier, peut-être que c'est eux qui ont raison et donc j'ose pas trop dire moi ce qui m'angoisse pas, est-ce que c'est une bêtise, est-ce que c'est absurde de poser ces questions-là, etc. Et on a une forme comme ça de soumission presque vis-à-vis en fait du corps médical, alors que au deuxième, alors là je me suis complètement j'étais totalement décomplexée, je posais toutes les questions que je voulais et je les challengeais pas évidemment, mais je pense qu'on a une forme de fébrilité, de fragilité qu'on a au premier, qu'on n'a pas aux autres grossesses parce qu'on est déjà passé par là et donc on sait qu'à ce moment-là il se passera ça, etc. Donc la deuxième grossesse s'est passée complètement différemment dans le sens où j'étais beaucoup moins dans l'expectative, l'attente de qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire là, etc. Et il m'arrive un autre truc aussi dont on parle pas beaucoup, mais qui, je pense, là, un autre trait commun à toutes les femmes super actives. J'ai fait ce qu'on appelle une MAP, une menace d'accouchement prématuré, qui est arrivée à 31 semaines, donc tôt quand même dans la grossesse. Donc pas du tout le moment où elle peut déjà sortir. Et c'est ce truc où vous vous retrouvez hospitalisé quelques jours. On vous injecte des hormones en fait pour booster la croissance des poumons, etc. Si jamais le bébé devait arriver, qu'il soit un peu plus mature et un peu plus solide, un peu plus costaud, parce que sinon c'est des semaines et semaines de couveuse, donc pas idéal, grand prématuré. Et donc cette menace d'accouchement prématuré, pour moi, elle est arrivée de façon complètement inattendue. 3 jours avant, j'étais en train de danser à la mairie du premier, en train de faire une good mood class avec Sophie Trem et mon association Elle Louvre, et tout allait super bien, et je donnais des interviews, et je bossais, et je faisais tous mes rendez-vous clients, et j'étais avec mes équipes, et tout allait super bien, j'étais en grande forme. Et d'un coup, c'est arrivé en fait en balade au jardin des Tuileries et j'ai commencé à avoir des contractions très très fortes et c'était un début de travail en fait. D'accord. Et donc très très vite hospitalisée en urgence, voilà.
Du coup, en fait, juste pour savoir comment ça se passe, donc t'as été hospitalisée pendant quelques jours et ensuite t'es rentrée chez toi, mais t'as pu reprendre Pas tes du activités. tout. Alors c'était ça le truc, c'était en fait j'étais à l'hôpital et je leur dis c'était un week-end en plus, donc j'ai dû rester à l'hôpital. J'ai été admise le vendredi soir et je leur dis mais lundi 8h c'est bon, je peux aller au bureau et tout. Et là ils m'ont dit ah non mais je crois que vous avez pas bien compris Madame Rosborski. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Maintenant, il faut rester au calme, alité, et vous faire une vie de princesse ou de petite mamie. Vous avez le droit de faire un pâté de maison par jour. Donc, en gros, vous avez le droit d'aller chercher votre pain le matin. Et tout le reste, non, quoi. Vous pouvez être chez vous, allongé, et on vous rend visite, et c'est tout. D'accord. Donc là, on passe du blanc au noir. Et pour moi, c'était une grosse épreuve parce que déjà, je m'y attendais pas du tout. Parce que il faut s'organiser d'un point de vue professionnel en urgence pour tout réorganiser, les équipes, prévenir évidemment tout le monde dans l'entreprise. Et puis moi c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout Bien et sûr. puis vraiment arrêt forcé obligatoire total. Donc ça c'est un vrai choc et puis je pense que c'est tout simplement aussi votre corps qui vous rappelle à l'ordre. Ouais. Donc la nature est quand même bien faite, mais c'est vrai que c'est violent en fait, c'est violent et moi évidemment j'ai pas pu m'empêcher de quand même travailler et de rester en télétravail, connecté à mes équipes et à la réalité du business. Mais c'est vrai que c'est une sacrée épreuve aussi en termes, à l'inverse en fait. Ça a duré combien de temps en fait? 1 mois, c'est ça? Alors moi en fait j'ai eu 2 semaines d'arrêt maladie et puis ensuite ça s'est enchaîné avec les 2 semaines de congé pathologique. D'accord. Et donc en fait 4 semaines au total, ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est 3 semaines au total. Et après ça s'enchaîne avec le congé maternité classique, lambda où on attend l'arrivée de ce petit bout de chou. Et qui du coup est arrivé. Qui du coup est arrivé quasiment à terme puisque d'accord. en fait le terme c'était le 13 et qu'elle est arrivée le 8. Ah oui, parfait quoi. Ouais. Et que je l'ai bien aidée à sortir. Hein. J'ai fait tout ce qui était possible parce que c'était la canicule en fait pour celles qui vivent à Paris. En août, on a vécu un truc atroce et c'était vraiment, il y avait pas d'air, plus des pics de pollution, plus personne au mois d'août parce que pour vous aider, vous soulager, vous changer les idées. Donc c'était la totale. Donc j'ai tout fait. J'ai bu de la sauge, du framboisier, je me suis fait décoller les membranes plusieurs fois, j'ai fait tout ce qui était possible, le ménage, la totale, parce que je n'en pouvais plus. On était là avec mon compagnon, on errait partout dans le premier. Je disais allez viens, on va refaire des escaliers, on va refaire une grande marche et tout. Et finalement en fait ça a marché. Et donc elle est arrivée le 8 août. Voilà. Super. Et juste pour revenir à ton premier accouchement, qu'est-ce que tu as décidé finalement? Parce que du coup, tu nous as pas dit, est-ce que tu as accouché dans la maternité? J'ai accouché dans la maternité parce qu'en fait, finalement, j'ai eu cet épisode avec la sage-femme assez malheureux. Et puis en fait, c'est quand même eux qui avaient mon dossier médical, qui avaient toute l'antériorité du dossier. Donc c'était un peu compliqué d'aller comme ça en urgence accoucher ailleurs. Donc je suis allée jusqu'au bout. Et malheureusement, il m'arrivait d'autres pépins. Donc, j'ai fait une péridurale parce que moi, je voulais une péridurale. J'étais pas du tout assez solide, je pense, pour avoir un projet à accouchement nature. Et donc, j'ai fait cette péridurale et chose rarissime, je suis restée paralysée 21 jours suite à la péridurale. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu un problème, en fait, au moment de la pause et ça a sectionné un nerf. Et donc... En fait, j'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est rarissime. Ouais. Et en plus, je me suis fait les 2 cholestases. Donc, truc rarissime, je crois que c'est une grossesse sur 20 000 en France, quelque chose comme ça. Et donc, j'accouche. Ok, l'accouchement se passe plutôt bien. Je me colle quand même l'épisiotomie, les forceps. Zachary qui avait son cordon enroulé 3 fois autour du cou, la tête orientée vers les étoiles, donc il regardait le ciel, donc il a fallu manipuler. Enfin, j'ai quand même eu ces trucs un peu pénibles. Ouais. Mais surtout, donc il a un peu de fièvre, il fait une jaunisse. On me le met pas tout de suite en peau à peau et on le donne au papa parce qu'il a de la fièvre et donc il faut un peu s'occuper de lui d'abord en priorité. Et moi, je sens tout de suite, mais immédiatement, qu'il y a un truc bizarre et que je sens rien à partir de mon tronc en fait. Je ne sens rien. Et là, toutes les infirmières, toute l'équipe me dit c'est normal, ça va revenir dans 2 secondes, tranquillement. On va vous mettre dans votre chambre, on va vous donner votre bébé. Vous allez pouvoir lui donner la tétée d'accueil, pas de souci. Et en fait, moi je dis mais de toute façon, moi je veux pas allaiter, donc de toute façon pas de souci. Occupez-vous de de ce qu'il faut, de Zachary, etc. Et donc on m'installe dans ma chambre. Ok, rien ne revient, donc je ne sens toujours rien.
Donc j'essaie d'articuler, de faire bouger mes pieds, mes orteils, rien. Bon, on me dit ça va arriver, ça va revenir. Des fois ça dure un peu plus longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc de là, on me ramène Zachary dans la chambre. Évidemment, équipe de nuit, pas la même qui a suivi l'accouchement, le truc traditionnel. Classique, ouais. Et donc j'ai très très envie de faire pipi, donc je demande de l'aide pour aller. Et je dis, vous savez, je sens pas du tout mes jambes, etc. Il faut quand même m'aider, m'accompagner. Et donc l'infirmière qui n'était pas au courant en fait du dossier, pas très bien en tout cas, me laisse tomber. En fait, m'accompagne dans la salle de bain, mais me dit bon maintenant allez-y. Et je m'éclate sur le carrelage de la salle de bain. Et en fait, comme je n'avais pas ni de motricité ni de sensibilité. En fait, j'aurais pu avoir la cheville, le genou cassé, que ça aurait été pareil. Ouais. Donc là, grosse frayeur et erreur médicale, soit dit en passant. Je retourne dans mon lit, tant bien que mal. Et puis en fait, toujours rien. Donc le lendemain matin, visite, etc. Vous inquiétez pas. Je vois qu'il commence un peu à changer de visage. Et ils disent quand même, il y a un truc qui va pas. Oui. L'après-midi même, J+1. Je me souviendrai toute ma vie parce que les visites commençaient à 16h, 16h moins 10. L'équipe anesthésiste ne trouve pas un autre moment que 10 minutes avant le début des premières visites pour venir me voir et m'annonce, comme ça, à donc 16h moins 10. Et donc j'ai toute la famille qui attend derrière pour voir le divin enfant. Et donc 16h moins 10, j'ai l'équipe anesthésiste, le chef anesthésiste qui vient et dit... Bon, alors, ce qui vous arrive, ça arrive, mais c'est hyper rare. Et donc, vous inquiétez pas, vous allez retrouver, en fait, l'usage de vos jambes. Okay. Et ça peut revenir dans 3 mois, comme dans 3 ans, comme dans 3 semaines. Ah ouais. Comme ça. D'accord, ok. Donc, ils trouvent en plus, comme dans 3 ans. Ils trouvent en fait bien de faire un bon mot à ce moment-là. Et là, j'ai toute la famille qui débarque 10 minutes après. Moi, je suis en larmes. Absolue, parce que c'est-à-dire que déjà vous avez vous êtes bouleversé déjà parce que vous venez d'accoucher. En soi, c'est un bouleversement. Bien sûr. Les hormones, tout. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, mais comme ça, entre la poire et le fromage, quoi. C'est-à-dire, ok, vous allez revenir normal, mais vous allez quand même sortir de cet hôpital dans un fauteuil roulant. Et donc là, ça devient un calvaire total parce que vous pouvez pas aller à la pouponnière en fait à prendre les premiers soins. C'est quand même quand c'est un premier bébé, vous savez pas. J'ai même pas pensé à donc ça, c'est le papa qui fait tout, tous les matins, qui est là à 8h, même avant, pour apprendre Zachary comment on le baigne, comment on s'occupe du cordon, comment on s'occupe du siège, comment on s'occupe des yeux, tout la base en fait. Ce qu'on apprend. Moi je n'ai rien appris. Autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai pas pu changer la première couche. Donc tout le monde qui s'affaire autour de votre bébé, et c'est pas vous. Ça a été psychologiquement très très violent. Le fait de pas pouvoir en fait et donc l'histoire fait que moi c'était pas du tout mon projet d'allaiter, et comme c'était la seule manière pour moi d'avoir un contact quel qu'il soit en fait physique avec mon enfant, je me suis jetée dans cette aventure là. D'accord. Et donc j'ai décidé de l'allaiter parce que du coup il a été un peu nourri en fait avec les petites seringues, les trucs qu'on donne au tout début, les petites pipettes. Et puis après j'ai dit comme en fait je peux toujours rien faire et même pas le nettoyer, rien faire. Ok, on va tester. Et donc, je me suis lancée dans l'allaitement. D'accord. Donc, dans mon malheur, j'ai eu ce grand bonheur parce que ça a été vraiment un grand bonheur et une révélation pour moi. Et je me suis mise, en fait, à allaiter Zachary parce que, tout simplement, je n'avais pas l'usage de mes jambes. Et donc, après, à J2, J3, on faisait des allers-retours chez le neurologue pour faire tous les examens, etc. Et puis, je suis partie chez moi, en fauteuil, avec les béquilles, les trucs, incroyable, un truc incroyable. Et puis, je suis restée comme ça 21 jours. Et puis, petit à petit, j'ai récupéré la motricité, la sensibilité. Mais ça venait vraiment petit à petit. D'accord. On aurait pu me couper une cuisse. J'aurais rien senti. Et puis, en fait, vous tâtonnez parce que vous êtes chez vous. Et puis, alors, le retour chez soi, quand on a des appartements parisiens non équipés, les salles de bain, des trucs auxquels on pense pas du tout. Bien sûr. Avec rien n'est adapté. Rien n'est adapté. Ouais. Et donc, tout devient vraiment une épreuve. Et puis, en plus, on était au moment des fêtes de fin d'année. Donc, vous avez du monde chez vous. Tout le monde est là en joie. Vous êtes là, genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je viens d'avoir un enfant.
j'ai subi déjà ce stress absolu de me dire vous n'êtes pas content, vous allez accoucher ailleurs, avec cette peur de la mort du bébé, parce qu'il y a aussi ça. Moi, ça m'angoissait. Je me souviens très bien parce que pour revenir sur cette histoire de cholestase, moi j'étais prête à m'acheter un Doppler pour écouter le cœur du bébé sur Amazon. J'étais là en train de chercher comment on fait pour parce qu'en fait quand vous avez la cholestase, vous allez à l'hôpital tous les 2 jours. Oui, donc en fait vous avez 50% tous les 2 jours de vous dire le bébé son cœur il bat encore ou pas en fait. Ouais. Donc moi j'étais partie sur des sites Amazon, mais que les trucs qu'on peut vendre aux États-Unis, parce que sur le marché français on pouvait pas. J'ai appelé où est-ce qu'on peut acheter du matériel médical à Paris. Enfin c'était devenu une guerre. Et puis donc voilà, il vous arrive tous ces trucs là. Et puis après, donc le premier mois, le mois de janvier en fait, ça a été très difficile parce que et puis vous avez peur de porter votre bébé tout simplement. Et à un moment donné, j'en avais marre. Je voulais moi-même aller chercher à la pharmacie sa vitamine K, son truc, et je pouvais pas le faire parce que tout le monde disait non, tu ne portes pas le bébé, parce que j'étais sur béquille. Donc s'il m'arrive quoi que ce soit dans la rue, je fais tomber le bébé, je tombe moi-même, enfin genre l'horreur quoi, ça pourrait être dramatique. Non, bien sûr. Donc voilà, et puis après j'ai fait de la kiné pour récupérer en fait l'usage de mes jambes. Donc tout le mois de janvier, ça a été assez horrible. Et c'est là où on se dit, moi, mon premier mois de congé maternité postpartum, ça a été un calvaire. Très médicalisé, et en plus de ça j'ai fait une mastite parce que je faisais tellement de lait que voilà. Donc après réveillon du nouvel an, pareil à rebelote aux urgences de la maternité, tout ça, enfin bref, voilà. Et c'est là où on se dit tiens, c'est mal fait, parce que autant avant on peut avoir un congé pathologique parce que pour soulager les femmes enceintes qui ont beaucoup de trajets, qui sont très fatiguées, etc. Autant après, si vous arrivez le moindre pépin, c'est pour votre pomme en fait. C'est clair. Et donc ça a été, je trouve, assez violent aussi, de se débrouiller comme ça, sans forcément avoir d'accompagnement, d'aide, justement de se dire ok, donc tu vas prendre un peu plus de temps pour toi, pour le bébé, parce que tu as eu 1 mois quasiment en fait handicapé. Mais ça, c'est pas du tout prévu en fait. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est très violent. Et c'est ça pour plein de pathologies différentes en fait, pas forcément celles que moi j'ai eues. Et puis après, pour le deuxième. Là où j'étais suivie, je peux le dire, à Port-Royal, parce que j'étais nécessairement suivie à Port-Royal parce que niveau 3, parce que j'ai cholestase, etc. Ils étaient super flippés, non pas du tout pour la cholestase, plutôt pour est-ce que vous êtes à nouveau une candidate pour la péridurale ou pas. Et est-ce qu'il va falloir le faire en mode nature. Et heureusement, j'étais une candidate et ils ont dit on va juste la poser différemment ailleurs et tout ira bien. Voilà. Ouais, ça t'a pas fait peur, toi, non? Pas du tout. De reposer une péridurale. Non, pas du tout. Je me suis pas posé la question une seule seconde de est-ce que je le fais sans péridurale ou avec. Mais jamais je me suis posé la question. Moi, je me sentais pas du tout la force d'accoucher sans. Donc, pour moi, c'était inévitable. Je dis, vous vous débrouillez comme vous voulez. C'est forcément un pépin. Ce qui s'est passé à la première, c'est pas possible avec aujourd'hui l'avancée qu'on a, les progrès, on puisse pas me donner autre chose, un dérivé, j'en sais rien. Vous vous débrouillez, mais je veux une péridurale. Enfin, je vois pas pourquoi, voilà. Donc, j'ai fait à nouveau une péridurale. Et pour la petite histoire, elle a été mal posée aussi au début. Et on me l'a reposée une deuxième fois. Donc là aussi, j'ai les larmes qui sont tombées. Genre, mais c'est pas possible, jamais on va y arriver. Et en fait, c'est bon. Après, la sage-femme, elle a vu que j'étais un peu en détresse. Elle m'a serré la main. Elle a dit, vous inquiétez pas, c'est une pro. Il y a juste un petit problème. On va la reposer ailleurs. Et donc, en effet, ça a été. Bon. Là. Non, mais c'est quand même, des épreuves assez incroyables. Des épreuves incroyables. Mais quand j'ai raconté ça la première fois à toutes mes amies, ils m'ont dit, jamais je me déciderais d'avoir un deuxième après ce que t'as traversé. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'avais posé comme question, en fait, parce que du coup, finalement, en plus, le deuxième, ils ont pas énormément d'écart. Donc voilà, t'as eu aucune crainte. Aucune. Moi, je suis assez téméraire, en fait. Dans l'âme, je crois que c'est mon président qui disait ça, que j'étais téméraire dans je sais plus quelle interview, je crois que ça me correspond assez. Non, parce que moi j'ai confiance en fait en la vie, j'ai confiance, je suis quelqu'un de très positif et je pense que, et puis statistiquement parlant, pour être plus rationnel, il y avait quand même peu de chances pour que ça m'arrive une deuxième fois, tous ces problèmes-là. Donc moi, une fois que c'est passé, c'est passé. C'est-à-dire que j'en fais très rapidement mon deuil. Je suis pas là en train de macérer les trucs négatifs, en train de me dire voilà, c'est terrible, de m'apitoyer. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je vais de l'avant et ça y est, c'est passé, on l'a dépassé. L'enfant est là, tout va bien. Voilà. Donc non, j'ai pas du tout eu ces craintes-là. Et voilà, faut être dans la résilience, faut être positif. Et puis voilà, une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Et voilà, maintenant Lily est là et tout va bien.
Et dans tout ça, alors du coup, quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère pour la première fois? Moi, ça a été très long. Ouais. En fait, c'est très bizarre cette sensation. Alors ça, c'est vraiment très personnel et je pense que c'est propre à chaque histoire. Bien sûr. Mais au début, quand Zacharie, on me l'a mis dans ces petits bacs là transparents qu'on met à l'hôpital, je le regardais comme ça, je dis mais c'est qui? C'est qui ce petit personnage? C'est qui est cet être humain que je viens d'expulser de mon corps? Et en fait, je n'avais aucun sentiment d'attachement. C'était très bizarre. Et je me disais mais c'est pas normal, je suis pas normale. Et j'osais le dire à personne parce que je me disais mais je l'aime pas en fait, c'est très bizarre, j'ai pas de sentiment d'attachement, j'ai rien, je ressens du vide, c'est rien. Et en fait ça vient petit à petit en fait, c'est quand même très particulier parce que on se dit OK, il est là donc est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il me regarde, est-ce qu'il me comprend, est-ce que voilà, donc je pense que c'est très personnel, en tout cas pour moi ça n'a pas du tout été immédiat. Et c'est arrivé quand je me sentais moi-même déjà un petit peu plus solide, vers 2 mois, 3 mois où là j'ai commencé vraiment l'allaitement se passait bien, il y a un lien qui commençait à se créer, etc. Mais ça arrivait assez tard en fait, et progressivement surtout. Il n'y a pas eu d'un coup comme ça un flash, un moment, un truc où on s'est dit je suis une maman. Finalement, j'ai l'impression que c'est assez rare. J'ai pas eu d'épiphanie comme ça. J'ai pas eu l'épiphanie de fulgurance où je me suis dit ça y est, je suis maman. Non. Et l'attachement vient petit à petit. L'amour vient petit à petit. Et voilà. Enfin, moi, j'ai pas du tout de honte maintenant et de sentiment de culpabilité. Au début, je l'avais et je me suis dit oh là là. Mais ça vient quand et quand est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est normal et voilà. Et en fait, je crois que c'est tout à fait normal et que je crois que c'est aussi tout à fait personnel. Il faut en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent se dire la même chose et en fait qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas dire que voilà. C'est un sujet encore tabou. C'est très tabou. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a plein de femmes en fait qui détestent être enceintes, mais qui adorent leurs enfants. Et on a encore beaucoup de tabous aussi autour de ça. Tout à fait. Et moi, je sais que j'adore être enceinte. J'aime cet état au début, mais à partir du 6e mois, je déteste. Et après, moi, c'est toujours à ce moment-là où il m'arrive les pires trucs. Donc, la MAP, ça m'arrive au 3e trimestre, la cholestase aussi. Donc, je pense que voilà, il y a un moment donné, faut en finir, quoi. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, on a, dans un épisode précédent, donc avec Anne, on parlait aussi d'un sujet qu'elle a vécu, elle, et qui est un sujet, dont on parle pas beaucoup, qui est la déprime de grossesse. Parce qu'en fait, finalement, on parle pas beaucoup, mais enfin, de plus en plus du baby blues. Mais il peut y avoir un baby blues anticipé. Tout à fait. Qui se passe pendant cette période, effectivement, qui est vécu de façon différente d'une femme à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Moi, baby blues, j'ai jamais eu. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. C'est vrai que moi j'en ai pas eu, mais moi par contre c'est vrai que j'ai un peu comme toi, j'ai eu une grossesse. Voilà, c'est un état que c'était pas mon état préféré, quoi. Non mais voilà. Donc du coup, tout le monde parle énormément du baby blues, du baby blues, mais je pense qu'il y a plein d'autres moments qui sont tout aussi difficiles dans la grossesse. C'est ça. Au début, quand on n'ose pas trop le dire autour de soi, est-ce qu'il faut le dire, pas le dire. L'annonce au bureau, à quel moment, c'est le bon moment. Enfin, ça aussi, c'est un vrai stress pour sujet, pas mal de femmes et on en parle très peu. Là, j'ai lu un bouquin récemment, peut-être que vous en avez parlé dans des épisodes précédents, qui s'appelle La vérité sur l'accouchement. Non. D'Honorine Cronier. Je vais le noter. Qui est assez formidable parce qu'il est très décomplexé, très libre. Et il y a plein d'autres trucs aussi dont on parle pas beaucoup et moi, ça m'a frappé, typiquement. Alors, quand on est enceinte, il y a un truc, moi, qui m'énerve, je digresse, mais j'en profite, puisqu'on me tend le micro, c'est quand on touche le ventre des femmes enceintes. Et quand on dit, qu'est-ce qu'elle est belle, est-ce que je peux toucher? Non, en fait, et, je repense souvent à mon amie Delphine Plisson qui me dit, moi, si on touche le ventre, si c'est un homme, je touche les couilles. Donc, sans demander. Évidemment, c'est une boutade, mais je trouve que il y a un truc comme ça. Et avec les enfants, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un bien commun universel. Et moi, il y a rien qui m'énerve plus. Notamment là, sur des nourrissons, typiquement nouveau-nés, Lily, elle a moins de 3 mois. Et les gens qui trouvent ça trop mignon, puis qui se mettent à embrasser le front, qui touchent. Non, en fait. Même après, je trouve que, là, Zacharie, quand on est dans la rue, il est trop mignon, et hop, on lui touche la tête. En fait, non. C'est tout ce truc de proximité. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très acrylique, très sensible. Et le ventre des femmes enceintes, ça n'est pas un bien commun, ça n'est pas un territoire commun qu'on va investir comme ça. Et c'est pareil, ça, en fait, ça va de pair avec aussi les enfants. Et je trouve que, il y a plein d'autres moments où
on sait pas comment, on n'a pas de répartie, on n'a pas la bonne répartie, donc je conseille aussi au passage la lecture de ce bouquin parce qu'il y a plein de réparties très rigolotes. D'accord. Et en fait, il faut pas avoir peur parce que être enceinte, oui, c'est quelque chose enfin, ça se voit, donc forcément les gens vous font une remarque, mais on n'a pas forcément envie d'en parler, en fait. Moi, je me souviens des réunions de travail ou des rendus clients. Tout de suite, on nous félicite, etc. Bon, c'est de la politesse, faut être courtois, ça me paraît être des règles élémentaires de savoir-vivre et savoir-être. Mais on n'a pas non plus forcément envie d'épiloguer, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne beaucoup aussi, en tant que, si là, je parle plutôt du côté professionnel et femme carrière, etc. C'est en fait quand on est réduite à être en fait porteur d'un bébé en fait de la vie. Bah en fait oui, bien sûr, c'est un état, je suis enceinte, mais a priori, j'ai pas moins de neurones, j'ai juste en fait des hormones qui sont déréglées pendant un certain temps, mais ça change rien sur qui je suis profondément, sur mon identité, ma personnalité, ma façon de travailler, ma façon d'appréhender la vie. Enfin si, ça change des choses à un moment donné, mais je veux dire, on ne peut pas être défini uniquement par cet état. Bien sûr. Et ça, dans le cadre du travail notamment, je trouve que c'est beaucoup d'injustices aussi en fait qui sont faites aux femmes, parce que du coup on se dit oh là là, elle va pas pouvoir faire tel truc et tel truc. Attendons peut-être qu'elles vous le disent, parce qu'il y a des femmes déterminent les propres limites. Chaque grossesse exactement, et chaque femme a ses propres limites et chaque femme a ses propres son propre mode opératoire pendant la grossesse, et il y en a qui vont surjouer la fatigue, la chaleur, le truc, et qui vont se dire oh là là, j'ai les hormones en feu, donc du coup je dis un peu n'importe quoi, j'oublie, etc. Il y en a qui vont surjouer ça, et après moi il m'appartient pas de juger, mais chaque femme fait ce qu'elle veut. À l'inverse, il y en a qui gèrent ça très bien et qui bossent jusqu'au dernier mois. Enfin, pour Zachary, moi j'ai accouché le 20 décembre, j'ai bossé jusqu'au 9 décembre. Donc 11 jours, et je me suis arrêtée uniquement parce que j'avais la cholestase. Et j'aurais pas du tout apprécié qu'on me dise t'es folle, tu devrais pas. Enfin, je veux dire, c'est très personnel. Donc autant il y en a qui vont s'arrêter des mois avant parce qu'elles ont un congé pathologique et qu'elles veulent en profiter. Et elles le font et elles font ce qu'elles veulent. Et autant il y en a d'autres qui vont bosser jusqu'au bout, qui vont reprendre notre ancienne ministre Rachida Dati, quand elle a repris 4 jours après, ça a fait un tollé. Et enfin, je veux dire, chaque femme fait ce qu'elle veut, quoi. Et ça, c'est un truc. Ça fait partie des libertés, je trouve, vraiment individuelles qu'on respecte pas du tout. Et tout le monde va commenter la grossesse. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et elle est folle, c'est une workaholic. Mais Nathalie, moi je me souviens quand j'ai fait ma map, ça m'a beaucoup choquée. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie sur Instagram, sur les réseaux. Mais j'ai aussi reçu énormément de messages. Mais de toute façon, c'était sûr. Toi, c'était sûr. On aurait pu parier que parce que tu fais trop de trucs, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Oui, bien sûr. Soit t'es là et tu me soutiens et c'est super et merci, mais on n'a pas du tout envie de recevoir des jugements d'un tel ou d'un tel. Enfin, voilà, ça c'est des choses que je trouve être. Enfin voilà, cette histoire comme si en fait l'état de grossesse, la maternité, c'était un espèce de bien commun universel. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce genre de jugements aussi qui font qu'il y a beaucoup de sujets tabous. Parce qu'en fait, quand on dit souvent, quand on parle avec des femmes enceintes ou des mamans qui reviennent sur l'expérience rétrospectivement, elles disent un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des choses, on n'ose pas le dire, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a peur d'être jugé. Et donc voilà. Donc du coup, il y a on va faire une petite pause. Petite pause tétée et hop. Et voilà. Et non, mais je pense que c'est pour ça que il faut arrêter de croire que la maternité et la grossesse et les enfants c'est c'est très, à chaque fois ce sont des choix très personnels et pour moi en aucun cas ça ne doit entraver le parcours professionnel. J'ai encore vu une stat très récente en fait sur la différence en fait, l'infléchissement en fait des carrières des femmes, surtout à l'arrivée du deuxième, pas tant au premier, mais surtout au deuxième. La carrière en fait stagne ou au contraire on passe en temps partiel, donc qui dit temps partiel, moins d'opportunités, moins de projets à responsabilité intéressants, etc. Et donc généralement à l'arrivée du deuxième, on décélère parce que il y a le mercredi,
Enfin bon, après ça c'est un autre débat et c'est pas le sujet du podcast, mais j'aurais beaucoup à dire sur les temps scolaires en France et les rythmes scolaires en France. Il y a aussi beaucoup de sujets. Parce que le mercredi c'est un sujet complexe. Ouais, et puis alors 2 mois de vacances l'été, on sait pas trop pourquoi. Toutes les 6 semaines, 2 semaines de vacances. Donc ok, bah si vous avez des grands-parents c'est cool, mais sinon vous faites comment enfin bon bref. Et puis après des journées à rallonge pour les enfants, ils sont crevés. Ouais. Enfin bon bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais il y a aussi plein de trucs intéressants à faire là-dessus. J'en parlais avec des amis la marque Rive Droite il y a pas très longtemps et elle me disait bon Nathalie, tu dois choisir tes combats, tu vas pas pouvoir aussi en fait changer la donne là-dessus. Bref, tout ça pour dire que en aucun cas il faut que l'arrivée des enfants perturbe les velléités, les envies de carrière personnelle, etc. Voilà, et dans cette étude, ça montrait bien les différences entre le papa et la maman. Et en gros, en France, l'arrivée du premier ou du deuxième, ça, on constate aucun changement dans la carrière. Et sur la mère, c'est carrément le graphe, il part dans l'autre sens. Ouais. Et la courbe, elle va dans l'autre sens, elle s'infléchit. Et donc, en fait, elles font des concessions, elles font des compromis. Et moi, je fais partie, je pense, d'une génération qui ne fait pas de compromis. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait faire le choix entre une vie de maman et une carrière et une vie sociale. Donc oui, c'est des vrais challenges, c'est des vrais choix, et tout le monde n'a pas envie. C'est-à-dire qu'après, ne croyons pas que c'est aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il faut respecter aussi celles à fond qui veulent, elles, au contraire, être uniquement dans la carrière, être uniquement dans la vie. À un moment donné, je choisis d'être maman et donc je fais ça. Moi, je dis pas du tout. Voilà. Donc chacun, encore une fois, il faut revenir au principe de la liberté individuelle. On est dans un pays éduqué, civilisé, sophistiqué, et c'est assez dingue de pas encore pouvoir avoir le choix, la liberté de se dire je peux tout faire ou je peux faire juste un truc. Et en fait, peu importe ce que je vais choisir, il y aura un écosystème bienveillant autour de moi. Et je trouve que c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui me choque le plus, c'est-à-dire que faut pas juger. Il y a des femmes qui ont très envie d'avoir plein d'enfants et c'est un vrai boulot. Enfin, moi, je pense vraiment, sincèrement, je suis beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus, mais vraiment, quand je m'occupe des enfants que quand je suis au travail. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre job, c'est rodé, ça tourne, etc. Je trouve que physiquement, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même fatigue. Donc, je pense qu'il faut respecter le choix des femmes, quel qu'il soit. Voilà. Et celles qui veulent ne pas choisir, comme moi, c'est-à-dire à la fois avoir une vraie vie de famille et à la fois avoir une jolie carrière et de l'ambition, eh bien, je pense que il faut leur tendre les bras, les accompagner, les aider. Et après, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Et surtout, il faut que ça devienne tout à fait faisable. Voilà. Tout à fait. Mais c'est un sujet justement que je voulais vraiment aborder avec toi, puisque effectivement, comme tu dis, t'as un poste à haute responsabilité, donc t'as eu 2 enfants rapprochés. Oui. Donc déjà, du coup, t'as répondu à la question un peu en partie. Je me demandais si ça avait eu un impact sur ta carrière, donc tu sembles dire que non. Alors en fait, moi j'ai eu un truc très particulier qui, je pense, arrive à très peu de femmes. C'est-à-dire que moi, pendant mon premier congé maternité, je savais que j'allais avoir une promotion. D'accord. C'est-à-dire que on avait écrit en fait avec mon président, on avait déjà écrit le modèle économique que nous avions en tête, que nous mettons en place là depuis maintenant 2 ans, où on se transformait d'un bureau de style traditionnel, cabinet de tendance, en véritable agence de conseil spécialisée dans l'innovation. Donc on avait écrit ce qu'on voulait faire tous les deux ensemble, et donc on savait déjà les outils qu'on voulait mettre en place, etc. Lui savait qu'il allait aussi briguer un mandat institutionnel au sein de la Fédération du prêt-à-porter. Donc on savait qu'il allait avoir des grands changements aussi dans sa vie à lui, ma vie à moi. Donc on m'a offert cette opportunité-là. D'accord. Donc, quand je suis revenue vraiment d'attaque en mai 2016, j'étais toujours directrice conseil, tout en sachant que en septembre, donc après l'été, j'allais devenir DGA. Donc ça c'était assez exceptionnel, mais ça m'a pas du tout fait flipper, au contraire. Et moi, j'ai tendance à croire, et je le souhaite vraiment à toutes les femmes, que en fait, avoir un enfant, ça vous oblige à aller droit au but.
En fait, gérer une famille, c'est un peu gérer une PME. Tout est une question de rythme et d'organisation. Et comme moi, je suis une méga chef de projet, j'adore ça, j'adore tout organiser, structurer. Pour moi, c'est un peu la clé de la réussite. Plus on a de repères, plus les choses, en fait, ça fluidifie, en fait. Voilà, faut des process. Et moi, j'avais un gros problème avant d'avoir Zachary, c'est que je ne savais absolument pas déléguer. J'étais assez autoritaire, assez dure, très exigeante. Envers moi avant tout, hein. Bien sûr. Mais j'arrivais la première, je repartais la dernière. Ma vie, c'était mon job. Et en fait, l'arrivée de Zachary a fait que, en fait, il y avait un petit être qui vous attendait et qui disait, moi aussi, je voudrais un peu de temps de disponible de ma maman. Et en fait, ça vous oblige du coup à vous constituer une équipe, à transformer les process de travail, à déléguer différemment et tout simplement à apprendre à déléguer et à apprendre à se dire, ok, c'est pas exactement fait comme je l'aurais fait, mais c'est fait, le client est satisfait, donc ça va. Tout va bien. Donc ça tient. Ouais. Mais même en perso, hein, c'est-à-dire que moi, par exemple, chez moi, j'ai beaucoup de mal à déléguer, donc je suis très vite surinvestie et du coup, je fais trop de choses et c'est pas exactement fait comme ça. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est ok, mais des trucs, mais très basiques, hein, c'est-à-dire que si c'est pas le linge n'est pas n'est pas étendu exactement comme je veux, etc. Je me dis le truc va être plié, ça va être moins. Voilà, donc des trucs complètement débiles. Et j'ai appris en fait à lâcher prise. Okay. Voilà. Et le boulot c'est la même chose. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup plus efficace quand on a des enfants parce qu'on a des impératifs horaires notamment, l'école. Tout d'un coup, il y a un enfant malade, etc. Et donc en fait, on apprend à être plus sharp, plus efficace, plus droit au but. Et surtout, en fait, toutes les questions un peu périphériques où je me dis, bon, mon équipe, elle peut faire, je les laisse faire. Okay. Donc, c'est bien parce qu'en fait, elle gagne en autonomie, ce qui n'était pas du tout, en fait, le cas auparavant parce que j'étais un peu... je voulais être sur tous les fronts et avoir le final cut un peu sur tout. Alors que, en fait, l'arrivée des enfants vous oblige à dire, non, ça, ils vont faire tout seuls. Et c'est très bien. Parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le plus dans mon job. C'est en fait quand on m'a laissé faire. Et quand on m'a laissé, non, il n'y a pas de brief. Non, il n'y a pas de brief. Tu te démerdes, voilà. Tu t'y vas. Maintenant, t'as ton téléphone, ton mail. Vas-y. Go. Ouais. Et je trouve que c'est formidable en fait parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Alors c'est vertigineux, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. D'accord. Voilà. Finalement, ça a changé ta vision du management. Absolument, ça a surtout changé ma vision du management. Même si je reste encore, je pense quelqu'un d'assez exigeant et dur et présente. Je pense que ça a laissé de la place à mes équipes. Voilà. D'accord. Enfin, faudrait leur demander, mais j'espère que oui. Et du coup, en fait, au quotidien, de façon plus pratique, en fait, comment tu gères, comment tu t'organises par rapport à tes journées Alors, moi, j'ai cette chance quand même aussi incroyable, et il faut le préciser, c'est que j'ai un compagnon qui est indépendant. D'accord. Et donc, qui a un agenda qui n'est pas aussi contraint que le mien. D'accord. Et ça aide beaucoup. Voilà. Donc, quand il y a un pépin en pleine journée, un enfant malade, où il faut se rendre disponible un peu tôt, etc., on s'organise comme ça, on a un bon partage des tâches. Et après, moi, il y a un truc aussi pour lequel je milite beaucoup, c'est la liberté de sa gestion de temps et d'agenda. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun complexe de temps en temps à partir du bureau à 6h ou à 6h30 de m'occuper parce que moi, je veux donner le bain à mes enfants, je veux les faire manger parce qu'ils sont tout petits et que pour moi, c'est calé comme ça. Par contre, je rebosse. C'est-à-dire que je rebosse de 22h à minuit. Ouais. Je suis à nouveau disponible pour mes équipes. Elles le savent très bien. Donc maintenant, il y a un droit à la déconnexion du travail, une charte, etc. Donc, ça n'appelle pas réponse quand je leur écris tard, mais au moins elles savent que le lendemain matin, elles arrivent au bureau à 9h, à 9h30. Elles savent qu'elles auront les réponses auxquelles, qu'elles attendent pour valider une presse, quelque chose. Et donc, moi, je m'organise comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de problème à me faire une recession de travail, voilà, quitte à partir tôt du bureau, mais je vais pas charrer jusqu'à 21h au bureau pour faire de la présence. Et en plus, ça, c'est un truc très français que moi, je déteste personnellement, le présentéisme, c'est-à-dire celui qui éteint la lumière serait celui qui est le plus dévoué et le plus efficace. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'organiser et je pense que moi, on m'a dit, c'était d'ailleurs mon manager, m'a dit, vous savez, quand on surinvestit un champ,
dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est qu'il y a un déséquilibre et donc il y a un problème. Et en fait, il m'a dit, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné dans ma vie professionnelle, j'étais beaucoup trop investie. Et du coup, il y avait un déséquilibre avec ma vie personnelle. Et maintenant, moi, ce qui me tient à cœur, c'est cet équilibre-là. Et j'ai aucun problème à travailler aussi le week-end, tard le soir, etc., tant que ça n'empiète pas sur ma vie personnelle. Et je pense que là aussi, les recettes sont très individuelles. Donc, il y a des gens qui vont préférer, en fait, avoir une nounou chez eux, et comme ça, ils ont pas le stress d'aller chercher, etc., ils ont un confort mental, et ils ont une forme de paix sociale, etc., et donc ils font ça. Moi, je sais que je suis plutôt pour tout ce qui est collectivité. Donc, mes enfants sont en collectivité, donc sont en crèche municipale ou à l'école maternelle publique. Et donc après, c'est pareil, c'est exactement la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur la grossesse et la vision de la maternité. Je pense que ce sont des choix individuels et des choix où il faut être libre de faire exactement comme on veut. Et je pense que le droit du travail a beaucoup là aussi de chantier devant soi sur la notion de télétravail, sur la notion de des horaires, etc. Mais c'est pas forcément au sens de protectionnisme. Au contraire, moi je pense qu'il faut libéraliser tout ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'inverse, avec toute cette charte de déconnexion, si vous envoyez un mail à 18h30, limite vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire un dossier pour aller au prud'homme harcèlement moral parce qu'elle m'a demandé, elle a envoyé un mail à 5h. Bah oui, parce que juste j'ai eu en fait une idée à 5h du mat parce que j'étais en train d'allaiter, et donc ça m'arrive de voilà. Et en fait, faut plus du tout le faire avec la loi contemporaine. Et donc je pense que voilà, moi je suis pour la liberté en fait, et des fois si on bosse un samedi parce qu'on a eu une idée sur un dossier, parce qu'on a été inspiré, parce qu'il y a eu un truc, bah je vais pas demander une récup parce que j'ai bossé 3 heures de chez moi sur un dossier. Évidemment, compte tenu moi de mon poste, évidemment que non. Mais pour moi, pour les équipes, c'est la même chose. Et donc voilà, je pense que chaque personne doit se responsabiliser sur ses horaires et sur sa façon de voilà. Et on peut pas en fait demander d'avoir des résultats si on s'est pas soi-même en fait mis en place une routine, quelque chose. Voilà. Donc pour moi, c'est là aussi c'est des chemins très personnels. Et c'est pas parce que le règlement intérieur nous oblige à faire telle heure que voilà. Pour moi, c'est la meilleure manière de ne jamais innover et d'être très malheureux au travail. C'est clair. D'autant que le présentéisme, en fait, aujourd'hui, c'est un truc très, effectivement, comme tu dis, très français. Très français. Et qui se fait, moi, je l'ai vu aussi, qui se fait au détriment, je dirais à 99% des cas, effectivement, des femmes et donc notamment des mamans. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même. Et justement, alors donc je voulais parler ça avec toi, puisqu'en fait le sujet on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc je voulais savoir si tu avais des petits conseils à donner. Enfin, le sujet du retour au travail des jeunes mamans qui effectivement veulent continuer à travailler, donc veulent continuer dans leur carrière, c'est un sujet énorme. Dont on parle, mais finalement pour l'instant pour lequel il n'y a pas de solution, en tout cas qui est amené. Et je dirais que même, tu vois, par exemple dans mon cas personnel, c'est aussi ce qui m'a poussé à créer une entreprise. Être indépendante. C'est de me dire voilà, de toute façon il faut que je trouve un moyen pour gérer tout quoi, voilà. Donc si tu avais un conseil à donner voilà aux jeunes mamans qui sont dans ce cas-là, qui vont retourner au travail donc dans leur entreprise, voilà, alors deux choses à faire. Il y a deux choses en fait, deux conseils. Le premier, c'est que oui, je revendique en fait, et j'en ai beaucoup parlé dans cet épisode de il faut pas si on a envie de faire carrière en même temps d'avoir une famille, ok, on a le droit et il faut faire valoir ses droits et c'est normal, ça c'est sûr. Mais il faut pas non plus s'attendre à ce que l'entreprise vous ait attendu. Moi, c'est un truc aussi qui, en tant que manager, m'énerve profondément. C'est-à-dire que entre-temps, l'entreprise, elle a avancé. L'entreprise, elle a eu des échecs, elle a eu des succès. Peut-être qu'elle a changé des méthodes. Et il faut pas non plus s'attendre, et bien sûr que c'est un droit et je suis une fervente, je défends ça. Mais il faut aussi préparer son retour. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet qui est en fait son corollaire. C'est-à-dire que le retour, s'il n'est pas préparé, si on arrive comme une fleur, on dit non, moi j'ai le droit de reprendre mon boulot, et c'est comme ça, c'est la loi, etc. C'est la meilleure manière de ne pas faire un bon retour au travail. C'est-à-dire que pour moi, il faut réfléchir, ok, ma vie a changé. De quoi j'ai envie maintenant pour ce retour au bureau?
Est-ce que c'est compatible avec le projet d'entreprise? Est-ce que j'ai besoin d'être tous les jours à 18h à l'école, etc. Donc, est-ce que, par exemple, il faut que je manage mon temps différemment? Est-ce que je fais un congé parental? En tout cas, pour moi, il faut être clair. C'est-à-dire que il faut être clair sur ses ambitions et il faut être clair aussi sur la réalité de l'entreprise que je vais retrouver. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, il y a des droits en France pour les femmes qui retournent au travail et il faut les défendre. Mais il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'on vous a pas attendu parfois. Il y a des femmes, elles ont eu une grossesse, 2 grossesses, elles se sont enchaînées. Vous avez été absente pendant des mois de la boîte, vous savez plus ce qui se passe. La boîte, elle a changé de stratégie. Vous pouvez pas non plus arriver comme une fleur en disant moi je veux retrouver mon job. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être aligné aussi avec soi-même et être cohérent. Et ça, pour moi, c'est en fait finalement c'est assez déconnecté de votre état parent ou pas parent. C'est-à-dire que pour moi, la clé d'une réussite en fait de retour au bureau ou au travail, c'est de préparer ce retour. Et moi, ce que je conseillerais aussi, c'est de ne pas en fait être complètement déconnecté. C'est-à-dire que aller présenter votre enfant, déjeuner avec vos équipes, rester un peu connecté, donc pas H24 sur vos emails parce que ça c'est un peu polluant. Mais par contre, restez au courant de l'actualité. Préparez un peu votre retour. Ne soyez pas comme ça, la fleur au fusil. Salut, c'est moi, je reviens après 6 mois d'absence. Voilà. Pour moi, il faut quand même un minimum montrer. C'est comme dans une relation amoureuse en fait. Il faut montrer de l'intérêt et puis il faut rester un peu dans le truc. Et puis peut-être que avoir pris du recul, ça va vous donner des idées. Proposer ces idées. Moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé. Prendre du recul, faire un pas de côté, souvent, ça vous permet de changer d'axe, de réfléchir différemment. Et du coup, vous vous dites, en fait, moi, je suis plus faite pour faire ça. Moi, mon projet professionnel, c'est ça. Et j'ai envie de faire ça. Et parlez-en. Et je pense que, en fait, tout ce temps-là, il est très privilégié, ce temps de déconnexion. Donc il faut prendre ce temps pour réfléchir au projet, et puis il faut en parler, je pense, avec son employeur. Il faut mettre carte sur table. Il faut pas essayer de lui faire un enfant dans le dos, parce qu'il y a aussi ça à l'inverse. Donc il y a profiter, mais pas se dire ok maintenant. Voilà. Enfin, je pense que c'est aussi une question de transparence, d'honnêteté intellectuelle, et ça va dans les deux sens. Voilà. Donc toi, tu conseilles donc de bien préparer, bien être au clair avec ce qu'on veut. Oui. Et quitte à en parler, parce que c'est vrai que des fois en fait, comme tu dis, cette prise de recul que permet le congé maternité peut aussi permettre de se rendre compte que on a pris une voie professionnelle et qu'on a peut-être envie de tout en restant dans la même entreprise de rectifier le tir et généralement il y a un truc aussi. Alors nous chez Nelly Rodi ça se fait, donc j'espère que ça se fait dans toutes les entreprises. En fait, quand vous êtes absent d'une entreprise plus de 16 semaines ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle un entretien professionnel, justement pour se remettre un peu au clair sur ce que vous avez envie de faire, votre projet, etc. C'est comme sur les longs arrêts maladie. C'est pareil, vous pouvez demander à refaire un bilan. C'est exactement la même chose en fait quand vous êtes absente suite à un congé maternité. Vous avez ce droit-là. D'accord. Donc vous pouvez aller voir votre DRH. Je connaissais pas ce droit. Après peut-être que ça dépend de la taille des entreprises. En tout cas, je sais que chez Nelly Rodi on le fait. C'est un outil formidable. C'est un outil formidable de carrière, de se faire un bilan personnel, de compétences. Où est-ce que j'en suis? Parce qu'en fait, peu de femmes se posent la question de où est-ce que j'en suis personnellement, professionnellement, et c'est la meilleure manière pour moi de préparer en fait ces retours. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité en fait que peuvent ressentir les mamans justement par rapport à ça? Est-ce que toi c'est un sentiment que tu ressens? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais je pense qu'il faut se lester de tout ça, de ces poids-là. On en a plein de sentiments de culpabilité. Culpabilité de quoi? C'est-à-dire de vouloir retrouver le boulot je sais pas. Ou de laisser les enfants? En fait, on est souvent tiraillé entre plusieurs sentiments, quoi. C'est-à-dire, on se sent jamais trop bien nulle part. Donc, je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle. Moi, le sentiment de culpabilité que j'ai eu, c'est au début avec le premier enfant quand je l'ai laissé. Là, les premières fois, la fameuse semaine d'adaptation. Ça, c'est horrible. Pour moi, ça a été atroce. Et en fait, après, ça passe et vous êtes content quand même si votre job vous plaît. Vous êtes content de retrouver en fait votre job. Et surtout, en fait, la clé, c'est que si votre enfant voit que vous êtes heureuse, et même s'il a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans, 16 ans, je pense que l'enfant est mieux dans ses baskets. Et en fait, la clé, c'est quand même ça. C'est-à-dire que si vous êtes épanoui,
l'enfant le ressent et donc les relations sont plus positives. Et donc voilà, je pense que pour conclure, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que l'important c'est d'être aligné avec soi-même. Voilà, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Donc il y en a qui sont alignés en étant addicts à leur boulot, d'autres vont être alignés parce qu'ils vont passer beaucoup de temps avec leur famille. Et l'important c'est déjà savoir en fait justement qu'est-ce qui me convient à moi et tout faire en sorte dérouler en fait faire en sorte que voilà votre agenda il corresponde à ça. Et après peu importe encore une fois le chemin, l'important c'est d'être aligné avec ses valeurs et soi-même. Tout à fait. Et pour conclure, est-ce que tu penses que justement on parlait tout à l'heure du changement d'identité ou pas qui peut se produire, donc est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti par rapport au fait d'être aligné avec soi-même, donc voilà, est-ce que pour moi en fait on est soi-même avec des nouvelles, c'est comme si en fait vous habitez une maison et puis tout d'un coup vous découvrez qu'il y a des nouvelles pièces. Voilà, si je dois faire un peu une image, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas tous les fondements qui sont... Tout d'un coup, vous découvrez que votre maison, elle est faite dans telle matière ou telle matière. Non, je pense plutôt que tout d'un coup, vous découvrez des nouvelles pièces et du coup, des nouvelles fenêtres et de nouvelles respirations. Et c'est un chemin, mais en tout cas, ça vous apporte des choses en plus, mais ça vous transforme pas du tout au tout. Moi, je crois pas. Je crois plutôt qu'en fait, c'est des espèces d'annexes, d'extensions. Et vous savez jamais où elle s'arrête parce que l'enfant grandit et donc chaque année, chaque étape, chaque première fois, ça vous apprend aussi d'autres choses sur vous et donc c'est une autre petite fenêtre que vous ouvrez et c'est en ça que c'est magique en fait. Là, c'est que ça évolue en permanence et du coup vous aussi vous évoluez. Mais c'est des évolutions. C'est pas tout d'un coup je me réveille et que j'ai complètement changé de caractère. Je crois pas. Non, c'est sûr. Finalement en fait c'est beaucoup d'introspection la maternité. Bien sûr. Mais c'est ça aussi, c'est apprendre à se connaître. C'est aussi en ça que c'est passionnant. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Nathalie. Merci Marie. Merci, c'était un plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.